Bonjour à tous, troisième et dernier jour du salon IFTM. Alors on a vraiment gardé le meilleur pour la fin, le sujet le plus fun et le plus excitant de tout le salon, les moyens de paiement dans le business travel. Alors avant toute chose, avant de donner la parole à nos invités, je tiens à préciser une chose. Nous sommes un peu dans la situation d'un débat consacré au soda sans que Pepsi ni Coca ne soient là. Croyez-le bien, nous avons invité Pepsi, nous avons invité Coca. Coca nous avait dit oui, nous serons là. Et puis Coca finalement n'est pas venu. Donc pas d'Air+, pas d'American Express. Vous l'avez compris, mais alors un plateau des plus prestigieux. Je vais donc vous présenter ces prestigieux invités. Alors déjà, Claude Lelièvre, parce que Claude Lelièvre, il est vice-président de la FTM. Et je pense que sur ce sujet des moyens de paiement, il est intéressant d'avoir l'avis des entreprises. Un autre utilisateur des moyens de paiement dans le business travel, mais à un autre endroit, celui de la TMC. Il est le PDG de Voyage Expert, Eric Ritter, qui a en plus la bonne idée d'avoir été, dans une vie antérieure, banquier. Donc voilà, c'est un homme d'argent. Il connaît bien ces sujets-là, donc on l'écoutera avec attention. Sandra Bibas, elle fait partie des nouveaux acteurs. Hein. Nos trois autres invités, ce sont des nouveaux acteurs des moyens de paiement. Pour WeShake, vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Nous avons aussi Julien Leroy, de Swan, ainsi que Rémi Duvou d'Ocarito. Alors Ocarito, c'est le nom d'une TMC. Oui, certes, c'est le nom d'une TMC, mais c'est une TMC qui a été rachetée par un acteur du paiement, en l'occurrence Swile. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cette solution qui, au départ, est une sorte de ticket restaurant en carte. Alors, si je voulais contextualiser très largement, après, je vais vous laisser la parole, d'autant plus que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet complexe et foisonnant. Pour contextualiser d'une façon très large, vous me dites si vous êtes d'accord avec ma façon de voir les choses. Je dirais que le domaine du moyen de paiement et le domaine du business travel sont intimement liés. Intimement liés, pourquoi ? Parce que les dépenses liées au business travel sont énormes et donc c'est potentiellement juteux pour les acteurs, pour les apporteurs de solutions. Et en plus, contrairement à tout un tas d'autres dépenses que réalise l'entreprise, c'est souvent le collaborateur lui-même qui dépense. Mais bien entendu, pas sur ses propres deniers. Donc là, l'apporteur de solutions de moyens de paiement se fait incontournable. Ce qui explique qu'il y ait des rapprochements et ce qui explique peut-être, vous allez me le dire, que Ocarito, TMC, agence de voyage corpo, ait été racheté par Swile. Rémi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de présenter les choses ? Il y a évidemment des gros volumes de paiement dans le business travel et c'est clair que les acteurs du paiement, on en a cité plusieurs, sont bien au courant de ces flux qui sont hyper intéressants. La première raison pour laquelle nous on a rejoint Swile, c'était plus une vision commune de transformer le quotidien des collaborateurs et de les apporter des solutions modernes et innovantes dans leur vie de tous les jours. Donc évidemment, aujourd'hui il y a 1 million de Français qui ont des cartes Swile dans leur portefeuille et on propose une solution de réservation de voyage d'affaires, donc on est familier avec les problématiques autour de la note de frais et de l'expense. Mais à la toute base, ce rapprochement il ne s'est pas fait à cause du paiement. C'est ensuite qu'on a découvert toutes les synergies entre les deux industries. Très bien. Alors, je vais, en tant que TMC, donc Voyage Expert, repositionner le sujet. Vous prenez une entreprise qui a un budget voyage de 10 millions d'euros. Nous, agence de voyage, on va à peu près facturer au titre de nos honoraires de gestion 3 à 4%. Et donc, ce n'est pas en faisant 3 à 4% de 10 millions d'euros en chiffre d'affaires qu'on va s'amuser à porter la trésorerie et les risques de paiement de 10 millions d'euros. C'est pour ça que, dès la base, le marché du voyage d'affaires est lié à l'automatisation des systèmes de paiement. Sur ce marché, se sont développés deux acteurs historiques, on peut les citer, Air+ et Amex, qui ont fait le job pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on est confronté à un marché du voyage d'affaires de plus en plus éclaté par les DNDC, l'hôtel du Rail Europe, des prestations plus qu'on n'arrête pas de faire. Et comme on a de plus en plus d'acteurs avec lesquels on travaille, on a besoin d'avoir des moyens de paiement capables de toucher ces acteurs
Et il s'avère, et j'espère qu'Air Plus et Amex ne m'écoutent pas, qu'ils n'ont peut-être pas forcément assez évolué. Et en tant que dirigeant de Voyage Expert, qui est quand même le premier indépendant de France, excusez-moi, moi je suis ravi de voir des nouveaux acteurs de paiement qui vont me permettre d'améliorer mon service. Voilà le vrai contexte. Alors, vous parlez, Eric, de ces deux acteurs historiques qui ont fait le job et avec ce produit principal. On ne t'a pas entendu car tu ne parlais pas dans le micro, Eric. On a parlé de ces deux acteurs historiques qui ont fait le job et, avec ce produit central qu'est la carte logée. Alors, pour expliquer vraiment bien ce qu'est la carte logée et même l'historique de la carte logée, eh bien, on a Julien à notre disposition. Parce que Julien, c'est Swan, on va en parler après de Swan, mais il a un passé chez American Express et il a vécu une partie de l'aventure carte logée. Est-ce que tu ne peux nous en dire quelques mots? J'ai passé quelques années chez American Express. Donc simplement la carte logée, pour ceux qui ne le savent pas, comment ça fonctionne. Donc c'est une carte qui est émise au nom de l'entreprise cliente de la TMC et qui va être logée dans le système de réservation de la TMC, de sorte que lorsque les collaborateurs font des réservations via les outils de réservation, c'est cette carte logée finalement qui est débitée de manière automatique. Les principaux avantages côté client, c'est d'avoir tout d'abord une ligne de trésorerie. Donc les acteurs dont on parle octroient, suite à une analyse financière, une ligne de crédit pour les prestations voyage. Donc généralement, on va obtenir des délais de paiement de 28 jours fin de mois, voire plus dans certains cas. Donc ça, c'est une souplesse de trésorerie. Ensuite, on va retrouver aussi l'avantage du reporting. Les émetteurs de cartes logées fournissent du reporting. Alors, on pourra en débattre un peu sur la qualité de ce reporting, mais il a le mérite d'exister. Il est transmis donc, au porteur de la solution de la carte logée de manière mensuelle et fait un petit peu le récapitulatif des achats et des consommations auprès de la TMC. Et donc, comme le disait un petit peu plus tôt Eric tout à l'heure, je pense que côté TMC, le vrai intérêt finalement, c'est le déport du risque du crédit du client et la fluidité dans le versement finalement des prestations voyage. Puisque comme vous le savez, la clientèle affaires attend des délais de règlement à 30 jours fin de mois la plupart du temps. Donc pour la TMC, si elle devait avancer ses fonds, c'est quand même une avance de trésorerie très significative. Donc c'est là que la carte logée vient finalement apporter une souplesse dans la trésorerie de la TMC. Peut-être aussi pour compléter, les petites agences, historiquement, elles avaient des lignes de crédit qui étaient accordées via le BSP et que ces lignes de crédit, elles viennent à diminuer, quoi. Et donc, les agences sont de plus en plus amenées à devoir justement avancer ses frais ou faire appel à des solutions tierces. Très bien. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Claude pour lui demander son regard, côté entreprise, sur cette solution historique qu'est la carte logée. Alors, on parle beaucoup de carte logée, mais ce n'est pas le seul moyen de paiement pour les voyages d'affaires. Nous sommes d'accord, mais on va y venir par la suite. On va y venir parce que si on prend un VTC ou un taxi, le montant peut largement dépasser le prix des repas. Et tout ça, ce sont des dépenses qui passaient historiquement et qui passent encore beaucoup par un moyen de paiement individuel. Alors, on n'a plus beaucoup d'espèces, mais on a des cartes individuelles et on pourra reparler aussi des cartes corporate. On va parler de tout ça, Claude, c'est prévu. C'est aussi une solution qui peut venir en alternative à la carte logée. Alors, moi, je dirais que pour poser le problème, il y a peut-être 3 axes à prendre en compte. La première, c'est le périmètre géographique. À quel périmètre géographique s'adresse l'entreprise ? Parce que les problématiques de paiement sont souvent liées à des problématiques de réglementation nationale. Et cette réglementation, elle impose un certain nombre de choses qui autorisent ou n'autorisent pas tel ou tel type de moyen de paiement dans chaque pays. Il y a des pays où la carte logée n'est pas disponible. Si on prend le cas de l'Inde, qui avait eu un différend, on va dire, en de mémoire, c'est 2015-2017 avec les 2 grands acteurs mondiaux, il n'était pas possible d'utiliser les cartes logées internationales en Inde. Ça a été rouvert, mais avec des conditions extrêmement drastiques. Donc attention à ça, le périmètre géographique a une grosse importance. Où se situe la France ? Elle est permissive ou La France fait partie des pays occidentaux qui sont extrêmement ouverts et qui acceptent les 3 grands standards que sont Mastercard, Visa et American Express. Je ne parle pas des autres, mais je dirais que là on prend vraiment les 3 plus gros acteurs. Mais si on va dans certains pays comme l'Afrique ou l'Asie, le taux d'acceptation de tel ou tel type de moyen de paiement, tel ou tel type de groupement, on a des taux d'acceptation qui sont extrêmement variés.
Et on peut avoir des problèmes d'acceptation, notamment au niveau de l'hôtellerie. Donc la première chose, c'est le périmètre géographique, d'une part pour une couverture, et pour le choix du moyen de paiement et le choix de la formule de paiement, au-delà de la marque, je dirais le choix de la formule entre les moyens de paiement centralisés, le bill back, les moyens individuels, etc. Donc on a vu, les premiers critères à prendre en compte, c'est le périmètre géographique, volumétrie. Et là-dessus, l'entreprise doit faire des choix. Elle a des choix internes de mode de gestion. Elle a des contraintes. Par exemple, si on prend un cas qui est assez sensible au niveau moyen de paiement, qui est l'hôtellerie, est-ce qu'elle veut récupérer la TVA ou pas ? Et en fonction de ça, elle va mettre en place un processus... Parce qu'il y a des entreprises qui disent « Oh non, je ne veux pas récupérer la TVA ». Non, parce que la TVA, on ne la récupère pas sur tous les hôtels. Alors là encore, on parlait tout à l'heure de régulation. C'est très lié à chaque pays, à la réglementation de chaque pays. Régulation, c'est un mot anglais, désolé. Et donc, chaque entreprise doit définir en fonction de sa volumétrie, là où elle va voyager, là où les gens vont faire les dépenses, quelle typologie de moyens de paiement elle veut mettre en place. Sachant qu'elle a là aussi des contraintes de globalisation, des contraintes de consolidation. On est de plus en plus, on va dire, contrôlé ou soumis à des problématiques de sécurité, de data privacy, de cybersécurité, etc. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et en même temps, les entreprises, généralement, maintenant, veulent contrôler le maximum de dépenses. Si hier, le voyage, s'est essentiellement résumé à un billet d'avion ou un billet de train, aujourd'hui, on essaie de prendre l'ensemble de la dépense. Je pense aux dépenses de VTC ou de taxi qui peuvent largement excéder celles d'un repas, par exemple, etc., etc. Donc tout ça, c'est des critères qui sont propres à l'entreprise, qui sont beaucoup plus simples à gérer avec des petites volumétries, mais qui deviennent assez complexes assez rapidement avec des grands comptes. Voilà, donc c'est vraiment les trois axes, la géographie, la volumétrie et puis le type de maîtrise que l'entreprise va avoir de ses dépenses. Complètement d'accord, et je voulais rajouter un point aussi qui est que les petites entreprises, celles qui vont réaliser moins de 250-300 000 euros de volume d'affaires annuel, ne sont pas invitées à jouer avec des cartes traditionnelles R+ Amex. C'est des trop petits volumes, les frais de setup sont trop importants, et donc il y a toute une myriade de PME ETI qui n'ont pas aussi accès à la totalité. Bien sûr. On commence à avoir dit beaucoup de choses sur la carte logée, mais on n'a pas dit une chose quand même, en fait, c'est le mode de rémunération de ces acteurs historiques. Est-ce que tu veux en dire un mot, Sandra ? Oui, tout à fait. Donc, en réalité, toute la partie carte logée est rémunérée au travers d'un interchange. Donc, au final, chaque transaction va pouvoir rapporter une commission. Et donc, derrière, il peut y avoir des rétrocessions également sur la base de ces commissions. Et au final, tout le programme qui va être rempli dans la carte elle-même, donc il y a un certain nombre de services, on gagne des points au travers des services qu'on va inclure dans la carte qui vont permettre au final d'avoir un interchange, donc un taux plus élevé ou moins élevé. C'est toutes les différentes cartes. Ce taux, il est de combien pour les acteurs historiques ? Ça dépend. Ça dépend réellement du contenu qu'on peut avoir sur la carte. Mais globalement, ça peut monter à 2% pour certains. Ça peut aller bien plus loin pour d'autres. American Express est sur des taux qui sont bien plus élevés. Je peux compléter un petit peu sur les réseaux Mastercard et Visa. Effectivement, on voit que les taux d'interchange sont extrêmement variables et apportent très très peu de visibilité finalement pour les commerçants qui encaissent ces cartes. Du fait du nombre ahurissant de types de cartes. Donc on a des cartes prépayées, on a des cartes de débit, on a des cartes de crédit, on a maintenant des cartes spécifiques à l'industrie du travel, on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est vrai que au sein de l'ensemble des frais bancaires supportés par les acteurs, des distributeurs de la chaîne du voyage, on peut s'y perdre un petit peu et c'est vrai qu'il y a peut-être à ce niveau-là un manque de transparence également sur le coût réel d'acceptation d'une carte. Je vous invite à aller voir la grille d'interchange sur les réseaux Visa et Mastercard et vous allez voir qu'on parle de dizaines de niveaux d'interchange selon le type de carte. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Dans le passé, on était quand même sur un modèle extrêmement centralisé avec des systèmes de compensation qui se passaient en gros au niveau de l'agence de voyage. Aujourd'hui, on parlait de NDC, c'est le sujet d'actualité, on parle de liens directs, on parle de connexion sur un certain nombre de prestataires en direct et des prestataires qui avant n'étaient pas payés par des moyens de l'entreprise mais payés par des moyens individuels, personnels. Et ça rend beaucoup plus complexe la cartographie. Et c'est là qu'on voit apparaître ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire les commissionnements, les interchanges, etc., qui ne sont pas toujours acceptés par tous les acteurs et que l'entreprise doit gérer. Enfin, quand je dis doit gérer, doit assumer parce qu'au final, c'est toujours le même qui pèse, c'est le client final.
soit de manière transparente, soit de manière visible sous forme de ligne de commission. Alors Eric, tout à l'heure, toi tu signalais que cette solution carte logée n'évoluait absolument pas. Il y a un duopole ou à peu près, et ça évolue très peu, et tu sembles le regretter. Pour quelle raison? Non, cher ami, ne soyons pas caricatural. Ce sont des acteurs respectables qui ont évolué, mais aujourd'hui, il y a la digitalisation qui a affecté le voyage d'affaires, qui affecte tous les secteurs de l'économie, et cette digitalisation a permis l'émergence de nouveaux acteurs du paiement, plus mobiles, plus fluides, plus souples. Le taux d'interchange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le transporteur final qui paye une commission à l'émetteur de carte bancaire. Et les transporteurs finaux n'ont pas toujours envie de rétrocéder leur marge à Amex, Air Plus ou Visa. Et donc, ce que l'on voit, c'est des compagnies low cost qui n'acceptent pas les cartes logées. Prenez Wizz Air, qui est incontournable dans l'Europe de l'Est. Qu'est-ce qu'on dit à nos clients qui ont des cartes logées? Vous n'avez pas le droit d'embarquer? Vous prenez Air India, incontournable en Inde. Qu'est-ce qu'on dit à nos clients? L'Inde est interdite. Donc c'est là où on voit qu'on a besoin de nouveaux acteurs, d'une plus grande fluidité pour pouvoir s'adapter, comme Claude l'a très bien souligné, à des conditions réglementaires, à des nouveaux acteurs, à un éparpillement du voyage d'affaires pour pouvoir gérer ce paiement. Eh bien, mon cher ami, puisque c'est désormais ainsi que nous nous appelons, ça tombe bien, parce qu'il y a un nouvel acteur. Il faut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs dans les moyens de paiement, dans la carte logée, très peu, mais on en a trouvé un. Alors, c'est pas trop dur parce que vous avez reçu le prix de l'innovation ou je ne sais quoi, un WeShake. Donc expliquez-nous en quoi vous êtes novateur sur ce sujet. Globalement, aujourd'hui, quand vous prenez la problématique de l'agence ou la problématique du paiement dans le monde du voyage, très souvent, vous avez des acteurs qui vont s'adresser sur des problématiques de verticalité très particulières. Nous, notre démarche, ça a été de dire on va prendre de la hauteur, on va regarder où est-ce qu'il y a des nœuds et comment, au final, fluidifier la totalité de l'ensemble de la transaction, parce que la transaction n'est pas liée à un client versus une agence, ou une agence versus une compagnie aérienne, mais au final, c'est le client qui va voyager, qui va, in fine, dépenser son argent et qui va être complètement éparpillé parmi les différents acteurs qui vont composer son voyage et arriver finalement auprès de la compagnie aérienne. Donc, fort de toute cette analyse, on est parti du principe qu'il fallait partir non pas de la carte logée uniquement, mais de l'acquisition elle-même. Donc on part sur l'acquisition et on se rend compte qu'au travers de la composition du voyage, on est en mesure de diviser le flux en différents flux et prendre la somme exacte qui concerne le déplacement type compagnie aérienne et l'envoyer directement en remplacement entre guillemets de la carte logée, parce que ça reste une carte logée mais très particulière qui a quand même ses nuances. Et ce qu'on a inventé, entre guillemets, c'est pour ça qu'on a effectivement gagné le prix de l'innovation, on a inventé la carte de débours, qui, au final, est le paiement pour le compte d'un tiers pour une prestation sur laquelle on a été mandaté. Le propre du voyage d'affaires, le propre d'une agence de voyage, c'est qu'elle est mandatée par son client pour pouvoir réaliser, en fin de compte, l'ensemble du processus et l'ensemble de sa demande. Que ce soit la réservation d'un hôtel, que ce soit la réservation auprès d'une compagnie aérienne. La difficulté, c'est au niveau de la carte logée, c'est qu'elle remonte 2 points. Elle remonte un problème de conformité, elle remonte un problème de traçabilité. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'effectivement, il y avait énormément de reporting qui était fait après qualité, pas qualité, mais le reporting vient une fois que la dépense a été réalisée. Comment la société peut ensuite intervenir pour dire là j'ai un dépassement, là j'ai un souci, c'est déjà trop tard. Donc après c'est déjà des recherches, parce qu'on a eu le cas d'un client qui a mis près de 3 mois pour trouver quelle était la personne qui avait utilisé de façon frauduleuse une carte logée. Donc ça c'est un premier problème, le temps, l'argent, et puis après faire jouer le jeu par les assurances qui ensuite quand elles payent finissent par augmenter les primes. Donc au final on est dans une boucle infernale. Et donc l'intérêt de notre solution, c'est justement de dire, au lieu d'être a posteriori, on vient au départ et on finit par éclater l'ensemble des différents postes et pouvoir envoyer les bons montants pour le compte du tiers. Et pour le coup, on rentre dans la résolution IATA 890 qui demande que l'utilisateur, le voyageur,
Eh Une bien, réglementation qui émane d'où, en fait? c'est la résolution IATA, c'est dans le monde C'est du IATA. voyage. D'accord, très bien. Donc du coup, qui stipule que le voyageur doit être titulaire de sa carte de paiement pour pouvoir voyager. La carte logée était une exception, parce qu'effectivement, c'était juste impossible de pouvoir avoir cette traçabilité. Et au final, je dirais le but d'une agence de voyage, surtout dans le monde affaires, c'est de pouvoir avoir une simplicité d'utilisation. Si j'ai une entreprise qui a 1000 voyageurs, avoir 1000 cartes de paiement, c'est juste l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent leur temps à traiter. Et aujourd'hui, les taux de commission auprès des agences, elles sont tellement ridicules qu'on a des agences de voyage qui finissent par mettre la clé sous la porte, parce que c'est pas forcément si juteux que ça quand on regarde chaque verticale séparée. Je ne suis pas sûr que vous ayez convaincu sur Si, ce point mais je électeur, voulais Claude ajouter un veut point ajouter quelque chose. sur cet aspect carte individuelle. Je l'ai plus ou moins évoqué tout à l'heure. Si une entreprise est de taille modeste, elle peut équiper l'ensemble de ses voyageurs d'une carte individuelle. Dès lors qu'on parle de milliers de voyageurs, voire de dizaines de milliers pour certains grands groupes, c'est absolument inenvisageable. Et là, on retombe, et c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, en tout cas beaucoup plus marqué maintenant, sur les problématiques que j'évoquais tout à l'heure, de data privacy, c'est-à-dire que la carte étant individuelle, elle ne peut pas être mise entre les mains de n'importe qui, donc elle ne peut pas circuler comme ça, alors qu'une carte logée, elle est une fois pour toutes à l'agence ou chez le prestataire. Donc là, les problématiques de données personnelles et de sécurité de ces données personnelles, les problèmes de hacking, etc., et les problèmes aussi donc de cybersécurité au sein de l'entreprise qui ne veut pas qu'on puisse rentrer de l'extérieur par le biais de moyens de paiement, parce qu'on sait très bien, malheureusement, on en a tous été victimes, je pense ici autour de cette table, que les fichiers sont souvent piratés par un moyen par un autre, et que le moyen de paiement, c'est une des cibles principales. En fait, de la même façon que les agences sont PCI et qu'ils ont au final une panne, donc le fait d'avoir directement la carte et la possibilité de prélever sur une carte, là, la différence près, c'est que dans la gestion des débours, qui sont en réalité, encore une fois, je pense, peut-être que c'est trop personnel, mais en tout cas, je pense que c'est l'avenir de la carte logée, le fait d'avoir ce côté individuel et qui est complètement transparent parce que l'utilisateur n'a pas sa carte. Elle est directement logée dans le compte de chaque utilisateur au sein d'un regroupement de l'entreprise lui-même. Donc on reste dans le principe de la carte logée. Elle n'est pas physique, mais elle prend l'ensemble des contraintes qu'on a sur la partie débours, puisque dans la gestion des débours, il faut également être enregistré auprès de la CPR pour pouvoir traiter du débours, parce que c'est vraiment un domaine qui est très particulier. Et au final, le monde du voyage, on est réellement dans ce cadre-là. Donc on répond à l'ensemble des différentes contraintes, mais en apportant des valeurs qui sont novatrices et différentes. Bon, Sandra est intarissable sur la carte logée, mais le temps passe. Et je propose que l'on passe à ces nouvelles solutions qui sont proposées par des acteurs émergents. Et Julien, éventuellement, tu peux nous faire un panoramique. Et puis, bien entendu, tu peux enchaîner, puisque tu auras le micro en main, en parlant de ta solution à toi en particulier. Très bien, merci David. Je pense que là, ce qu'on entend depuis tout à l'heure, quand même, globalement, c'est que les solutions de paiement dans le cadre du voyage d'affaires peuvent entraîner des frictions à la fois pour l'agence de voyage quand il y a des problèmes de réservation, et celui que tu as évoqué tout à l'heure, Eric, en fait partie. Et deuxièmement, des problématiques liées au contrôle et l'usage des cartes au sein de l'entreprise, parce que aujourd'hui les entreprises cherchent à s'assurer que les moyens de paiement sont utilisés correctement et à des fins, je dirais, en cohérence avec leur déplacement professionnel. Et le constat que je fais de mon côté, c'est que les acteurs, on va dire, qui sont là sur le marché depuis des années, ont développé des plateformes qui n'apportent peut-être pas suffisamment de contrôle et d'instantanéité dans les informations qu'elles vont partager avec les différents acteurs de la chaîne. Et quand je parle d'instantanéité, je parle principalement de tout ce langage, on va dire, des API. Donc aujourd'hui, c'est un peu la norme, je dirais, quand il s'agit d'interconnecter deux systèmes d'information. Donc ça peut être entre la TMC et le logiciel de réservation de la TMC, donc le SBT. Ça peut être entre la TMC et son back-office. Ça peut être... voilà, donc tous les acteurs qui font partie prenante de la chaîne du voyage d'affaires, aujourd'hui se connectent en API. Et dans le paiement, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, les acteurs modernes, mais je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui convient, mais sont maintenant tous interfacés en API, et ça permet pas mal de choses. Ça permet notamment, on en parlait tout à l'heure, sur la remontée des Je informations. vous vois rire, messieurs, et c'est la première fois que je vois des personnes qui rient à cause d'API. Non, on parlait de modernité. D'accord.
Aujourd'hui, les API, quand il s'agit d'instantanéité sur les transactions, un des avantages, c'est qu'un émetteur de carte, quand une transaction est faite à travers le monde, en fait, en réalité, l'émetteur de la carte a l'information en temps réel. Et ça, c'est peut-être déjà une différence, c'est qu'on est en mesure, nous, maintenant, émetteurs de moyens de paiement, de transmettre les informations sur les transactions en temps réel. C'est-à-dire que l'émetteur ou en tout cas la société utilisatrice de la solution voit instantanément l'information liée à la transaction de son côté. Autre amélioration, c'est le contrôle sur ces transactions. Donc je pense que certains le savent, mais les cartes virtuelles qui sont émises permettent un niveau de contrôle optimal sur la transaction. Vous pouvez définir un plafond, vous pouvez définir des catégories de commerçants qui vont pouvoir être réglés avec cette carte. Vous pouvez même aller jusqu'à nommer le numéro de commerçant quand vous disposez de l'information, bien évidemment, mais je crois que chez nos amis de Swile, ils connaissent très très bien le sujet. Et chez Swan, puisque je travaille là-bas maintenant, on va jusqu'à déléguer l'autorisation d'une transaction à notre partenaire, c'est-à-dire qu'on remet entre les mains la décision finale de l'autorisation de la carte à notre partenaire. Donc là, on voit bien qu'au travers de ces API, puisque tout ce mécanisme se fait par échange d'API, permet voilà, tout simplement de retrouver du contrôle, de l'instantanéité et donc apporter à la fois à la TMC des solutions pour réduire les frictions quand il s'agit de payer ses fournisseurs, mais en même temps pour la clientèle corporate, de fournir des cartes finalement qui seront dépensées là où la politique voyage permet de le faire. Eric, en tant qu'agent de voyage, tu utilises ces nouvelles solutions Exactement, et en fait on est même en plein appel d'offres parce qu'on souhaite mettre en place une solution unique à l'échelle européenne puisque comme tu le sais, on travaille maintenant dans 5 pays et on est en plein appel d'offres pour passer justement sur cette nouvelle génération, mais au niveau européen. Et on en attend vraiment beaucoup. Et je pense que c'est bien important pour nos auditeurs de séparer les deux mondes. Il y a un monde de la carte logée qui permet aux entreprises, donc l'entreprise est titulaire de la carte logée et elle va payer un ensemble de prestations. Swan, vous proposez pas encore de carte logée ? Non, pas encore à ce stade. Et après, il y a tout un tas de services financiers, des services de cartes qui vont permettre aux TMC et aux agences de régler les prestations pour le compte d'eux. Donc, je suis utilisateur d'un SBT, je réserve un hôtel, une carte virtuelle à usage unique va être émise, envoyée à cet hôtel pour payer cette réservation et uniquement cette réservation. Et ça, c'est un énorme changement et ça permet énormément de choses. Donc nous, on est heureux utilisateurs de Swan depuis maintenant quelques années, mais je ne veux pas leur faire leur pub parce que c'est cette catégorie d'outils pour les TMC qui vient changer la donne. C'est à la fois des nouveaux vecteurs de revenus parce qu'on va pouvoir toucher des rétrocessions sur l'interchange dont on a parlé tout à l'heure. Et puis c'est surtout une énorme capacité à pouvoir améliorer nos process opérationnels et résoudre des problèmes historiques du voyage d'affaires en termes de service client. À tout moment, je sais si la carte dédiée à cette réservation a été débitée. Si elle n'a pas été débitée la veille du check-in, je peux appeler l'hôtel. Je sais que Air France m'a remboursé sur cette carte-là. J'ai reçu un call API de la part de Swan. Et du coup, je peux rembourser instantanément mon client et pas attendre un rapport du BSP. Et donc, on voit qu'il y a des process opérationnels qui viennent s'améliorer grâce à ces flux monétiques-là et qui viennent changer la donne dans la base de coûts des agences de voyage et qui peuvent potentiellement aussi leur permettre de devenir beaucoup plus pertinentes économiquement. Disons que historiquement, cela fait quand même déjà pas mal d'années que toute la partie hôtellerie est gérée par des e-cards. Parce que le taux d'acceptation des cartes logées, entre guillemets, historiques, institutionnelles par les hôtels, est marginal. Enfin, faut pas dire de bêtises. Donc, on travaille avec des e-cards, entre guillemets, au kilomètre pour la gestion du plein paiement hôtel. Aujourd'hui, on va au-delà de l'hôtel parce qu'on se rend compte qu'on travaille sur des contenus de plus en plus émiettés. Et ce qui était avant une solution de contournement, qui fonctionne très bien, va demain devenir une solution principale. Donc, c'est en ça que je te répondais tout à l'heure. De ce qui était pour nous avant un axe de travail, on va recréer une colonne vertébrale sur les nouveaux moyens de paiement. Très bien. Bien, écoutez, on va en finir avec cette conclusion d'Eric. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour l'entretien. Ce sera avec Valérie Bonnède, présidente des entreprises du voyage.
Rebonjour, et donc à présent l'entretien, comme je l'ai annoncé, cet entretien, eh bien, il est avec Valérie Bonnède, président des entreprises du voyage. Valérie, bonjour. Bonjour David. Dans quelques jours, en fait, ça va faire 1 an que vous êtes à la tête, si j'ose dire, des entreprises du voyage. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette première année de présidence ? Oui, presque 1 an, le 4 octobre très exactement, puisque le salon l'année dernière était un peu plus tard. Et c'est avec un peu d'émotion d'ailleurs que je reviens là et je revis ça. Alors évidemment, je suis plus décontractée cette année, mais très occupée. Parce que bien sûr, on a eu une année intense. Nous avons, avec le nouveau conseil d'administration, établi un programme pour l'année qui venait quand même de ma feuille de route, qui était identifier les enjeux importants pour les entreprises et comment accompagner ces entreprises. On a déployé beaucoup d'outils, de webinaires, d'ateliers, de conférences et à Val d'Isère également, tourné autour de... Val d'Isère pour le dernier congrès voilà, des entreprises tout à fait. du C'est vrai que Val d'Isère, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Notre congrès du mois de juin qui a été assez intense. Et les sujets évidemment de l'année et aussi à ce congrès, c'était l'intelligence artificielle, un peu de façon globale. Bien sûr des sujets environnementaux, mais aussi la relation client, où on en est, comment on fait au mieux. Et le rôle des entreprises du voyage, c'est de donner le maximum d'outils et d'aller chercher des fonds pour accompagner toutes les entreprises, les grandes et les petites, puisqu'on le sait bien, nous couvrons le voyage d'affaires, le loisir, les petites, les grandes entreprises, l'incoming, l'outgoing. Donc voilà, on fait un grand écart permanent à 360 degrés. Et donc on essaye de garder la tête sur les épaules, mais je crois que dans l'année qui vient de passer, c'était le cas. Alors, on vient de parler de ce bilan. Regardons l'avenir à présent. Quelle est votre feuille de route pour l'année à venir ? Et vous le savez, c'est avant tout sur le voyage d'affaires que j'attends des réponses de vous. Oui, bien sûr. Il y a des sujets qui sont transversaux sur le loisir et le voyage d'affaires. L'attente du client, la façon dont on aborde l'organisation dans l'entreprise pour répondre au mieux. Donc, il y a beaucoup de sujets sur le voyage d'affaires, principalement sur la productivité, l'efficacité. Ça, c'est vraiment quelque chose sur les économies, on va dire de temps, d'échelle. On parle du NDC, bien sûr, mais des outils technologiques, comment on est de plus en plus performant. Et ce que je vois dans le voyage d'affaires, mais vous êtes aussi un spécialiste, c'est comment ce temps dégagé il va servir pour mieux servir le client, pour être plus dans l'attente du sur-mesure pour certaines catégories de clients. Donc voilà, c'est un peu comment on réorganise l'entreprise et le temps des collaborateurs avec tout ce qui est à notre disposition. Et l'IA, évidemment, mais l'IA sectorielle, je pense qu'on a quelque chose à faire dans notre secteur, particulièrement pour notre métier. Et donc, on est en train de travailler sur un sujet autour de quelque chose qui soit appliqué à notre secteur. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure, Valérie, au congrès de Val d'Isère. Donc en France, nous y sommes tous allés en train. Ça a été un marqueur fort, je crois. En tout cas, ça a été interprété par beaucoup, par moi en tout cas, comme un signe fort que la RSE était un sujet qui vous tenait à cœur. Et il se trouve que j'ai remarqué que cette année, à l'IFTM, dans le carré affaires, dans l'ensemble des conférences qui étaient données à voir, il n'y en avait aucune dont la RSE était nommément le thème. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un sujet évidemment fondamental dans la société, dans l'entreprise, quel que soit le secteur, et évidemment dans le voyage d'affaires. Ça a beaucoup été abordé les années précédentes. Je pense que soit on a considéré qu'on atteint un niveau de maturité suffisant sur le sujet, et ça c'est le verre à moitié plein. Et effectivement, on sait que dans tous les appels d'offres, de tous les clients, le sujet de la RSE, alors il faudrait du temps pour rentrer dans le détail, mais c'est comment on aborde l'équilibre au niveau social, au niveau environnemental et dans les actions que l'on fait dans l'entreprise, c'est ça la RSE. Donc soit on a atteint un niveau de maturité, soit on s'est lassé et il va falloir s'y remettre parce que c'est un sujet fondamental, qu'on l'appelle marque employeur, transformation de l'entreprise socialement et sociétalement, etc. Bilan carbone, tout ça rentre dans une même dynamique. Il faut montrer qu'on a à cœur, dans notre secteur particulièrement, de répondre à ces enjeux. Alors, pour être tout à fait honnête, et ça irait plutôt dans la version optimiste de l'analyse que vous faites des choses, c'est vrai qu'il n'y avait pas de conférence nommément dédiée à la RSE, mais c'est vrai que, quels que soient les sujets, la RSE n'était jamais absente des débats. Voilà, pour
un petit peu abonder dans l'optimisme dont vous parlez. Et puis on va conclure là-dessus, on va conclure sur le prochain congrès. Où et quand? Alors, je ne peux répondre ni à cette question, ni à la première, ni à la deuxième question. Honnêtement, je pense qu'il y a des choses très importantes, mais beaucoup me posent cette question. J'y travaille avec le conseil d'administration. En tout cas, comme vous le disiez, j'ai fait le premier en France avec un signal fort. Donc, on n'ira pas très loin, je pense. Mais évidemment, notre métier, c'est d'envoyer des gens à l'étranger. On ne va pas rester qu'en France. Donc, je cherche un endroit qui soit encore peu visité au niveau des congrès dans notre secteur. On le saura bientôt. J'y travaille, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, Valérie. Merci, David.